et bienvenue dans cette nouvelle putain de soirée. Horrifique histoire. Et merci beaucoup, Emma CRJ. Et un jour, dis-moi comment je suis censé prononcer ton pseudo. Je pense. Merci beaucoup. Ça, quel plaisir. Braves gens, c'est les braves rediff, évidemment. Bienvenue dans Horrifique Histoire. Ce soir, votre nouvelle sera retour au Wewelsburg. Bourg. Je vais devoir parler allemand. Ça va être terrible au niveau de l'accent. Et surtout, quand j'aurai un accent de merde en allemand, rappelez-vous que j'ai fait 6 ans d'allemand. Ou 5 ou 4. J'ai fait LV2, plus 6 mois en école d'ingé, plus... Est-ce qu'on s'en branle? On s'en branle. Retour au Wewelsburg de Cyril Dur. Bonne écoute. Braves gens. les remparts du château, presque insolents dans leur volonté de dominer les ténèbres, étaient visibles à travers l'épaisse brume qui émanait des sous-bois. De pâles lumières dorées perçaient les murailles, comme les yeux multiples et pourtant fragiles d'une bête à l'agonie. Je frissonnais, sans doute à cause de la moiteur de la nuit qui parvenait à vaincre la maigre barrière de mon uniforme. Peut-être aussi à cause du travail que j'avais mené et de la conclusion que je me devais de délivrer au Reichsführer Himmler. La longue litanie d'inepties dont m'abreuvait mon chauffeur me permettait de garder un frêle rapport avec ce que j'avais toujours considéré comme le réel. Pour la première fois de ma vie, j'éprouvais une angoisse métaphysique immonde. J'avais déjà eu peur, bien entendu. J'avais eu peur quand Eugen m'avait coincé en train de reluquer sa sœur, alors que nous étions adolescents à Wolfsburg. J'avais eu peur quand j'avais dit à mon père que non, je ne souhaitais pas reprendre la quincaillerie familiale. J'avais été terrorisé à l'idée que Catherine, qui devint pourtant ma femme, me trouva à gauche lorsque j'eus l'audace de l'aborder pour l'inviter à dîner. Mais jamais auparavant, je n'avais goûté ce parfum ignoble et dantesque qui ne peut qu'ébranler celui qui a contemplé ce que nul homme ne devrait approcher. On dit que la guerre sera terminée dans 6 mois, mais vu la vitesse à laquelle on a liquidé les Polonais et les Français, les Anglais ne vont pas tenir aussi longtemps. Hein, mon capitaine ? Sans doute, oui. Je me demandais à ce moment ce qui me poussait le plus à une telle réponse. De ma conviction personnelle ou de la volonté de n'être point accusé de défaitisme. Car notre carte principale s'était évanouie de notre main avant même que le Führer sache qu'elle pouvait être jouée. J'amenais au château une chose qui pouvait faire basculer l'issue de la guerre et précipiter la fin du peuple allemand, ce qui en soi était déjà de nature à assombrir mon humeur. Mais j'avais la conviction également que cette chose pouvait mettre en péril l'existence même de tout homme, la notion même d'humanité.
attribué. Et vous savez quoi, mon capitaine? Le logement était propre et bien tenu. Ma sœur n'en revenait pas, elle a tout de même tenu à tout désinfecter, ne serait-ce que pour les enfants. Pensez, mon capitaine, des juifs tout de même. Ça lui a pris plus de 2 jours pour tout nettoyer. Un travail de force, ça. Oui, j'imagine à quel point il est pénible, en effet, de se voir attribuer un logement gratuit et bien entretenu. Mais oui, il fallait acheminer les meubles, parce que, voilà... Le reste de la conversation du chauffeur, qui semblait être aussi imperméable à l'ironie de mes réponses qu'à la fraîcheur de la nuit, se dilua dans un méliflux magma qui s'arrêta à l'orée de mes pensées. Ballotté par les chaos de la route, je plongeai la main dans la poche de ma veste et en ressortis la pierre. Elle était tiède, luminescente et goguenarde. Pour peu qu'un tel terme ait un sens en parlant d'un minéral. Et je l'aurais juré. Elle me voyait autant que je pouvais la voir. La cour intérieure du château semblait étrangement petite, engoncée entre les remparts triangulaires qui l'enserraient. La même lumière fantomatique qui baignait les fenêtres éclairait cet espace ramassé. Les gardes, habillés de noir, étaient raides et guindés, comme si l'uniforme avait pris le pas sur leur nature profonde. L'air, froid et humide, semblait promettre une pneumonie à qui le respirait. Tout ici avait l'apparence de la lutte. Pire, de la lutte perdue d'avance. Je ne fus néanmoins pas fâché de quitter la Mercedes-Benz 770K et son luxe anesthésiant pour le Wewelsburg et son lustre rustique. Étant donné l'heure tardive, je me doutais que mon rapport attendrait le lendemain matin. Du moins, j'espérais avoir le sursis de la nuit pour trouver des mots à mettre sur l'indicible sentiment d'urgence que je ressentais. Un éclat de voix me détrompa immédiatement. « Herr Hauptmann, nous vous attendions en début d'après-midi. » Du lieutenant qui venait de m'apostropher, je ne reconnus que le grade et l'excitation de la jeunesse. Un Untersturmführer qui faisait office de planton et conservait encore la tranquille quiétude de l'ignorant. Je ne pus m'empêcher de l'envier. J'aurais voulu être plus jeune d'une année et revenir à ce jour d'automne froid et morne où j'avais prêté serment dans la salle des généraux de la Tour Nord. Tout y incitait au lyrisme et à l'exaltation. Du sol en marbre, marqué par ce soleil noir mythique, à la gestuelle mécanique qui rythmait le moindre pas. J'étais alors impressionné par le lieu, l'homme en face de moi et la mission qui m'était proposée. Vous l'ignorez peut-être, mais à l'heure actuelle, nous projetons dans l'avenir lointain. Ce que nous bâtissons durera 1000 ans, au moins. Je n'osais alors interrompre le Reichsführer. Il émanait d'Himmler et de son panache, une tranquille certitude qui aurait pu me faire douter de la course de la Terre autour du Soleil. Je ne lui reconnais rien de surhumain,
d'autant que je sais maintenant à quel point ce qui est au-delà de l'humain est différent de nous. Mais je lui reconnais une forme de magnétisme qui me troubla. Et puis, j'avais sous les pieds le soleil noir, dont la seule vue, sans que je puisse me l'expliquer, me pénétra et modifia jusqu'au battement de mon cœur, comme ces bannières anciennes et chargées de sens qui incitaient les guerriers vikings à marcher vers leur sort, aussi funeste fut-il. L'Allemagne travaille à tous les niveaux et pour le bien de tous. Nous avançons dans tous les domaines. La science fondamentale, la technologie, l'art de la guerre, la psychologie des masses, l'occultisme. Nous devons progresser sur tous les fronts. Ce que nous rongerons dans le camp des fantasmes ne sera nullement une perte de temps, puisque nous serons alors certains que l'ennemi n'en profitera pas. Ou bien, nous serons en mesure, si l'existence de croyances anciennes est confirmée, de mettre à notre profit des forces que nous serons seuls à maîtriser. Je me souviens qu'à l'époque, j'eus alors une bouffée d'autosuffisance qui me rendit euphorique. Après tant de railleries, j'étais convoqué, reconnu même, pour mes recherches sur les dieux anciens. Votre étude sur les forces occultes me semble digne d'intérêt. J'ai lu et relu votre ouvrage, ce qui se reflète dans les flaques mortes. Passionnant, vraiment. Je vous demande de pousser plus en avant vos recherches. Et pour cela, je vous donne des moyens techniques et financiers pratiquement illimités. Ceux du Reich. Une remarque essentielle ne me brûla les lèvres qu'un instant avant que les mots et leur résonance n'apaisent mon âme. Je parle dans mon livre de forces hypothétiques et antédiluviennes. Il sera difficile de trouver des preuves de leur existence et encore plus illusoire, à mon sens, d'utiliser ces éventuelles preuves à des fins stratégiques. Himmler me toisa de ses petits yeux sombres, cerclés de verre. Il me sourit et reprit, un ton plus bas. Nous étudions en ce moment les propriétés d'éléments dont l'existence même aurait fait sourire nos pères. Nous pensons que de l'infiniment petit peut naître une puissance infinie. Alors, pour ce qui est de l'hypothétique, ne vous en souciez pas. L'impensable surgit plus souvent qu'on ne le pense dans l'apparente raideur du réel. Et pour la stratégie, laissez-moi juger de sa pertinence. La discussion avait continué sous l'aune de ma reddition. Himmler avait fait naître de folles idées dans mon esprit. Je m'imaginais, touchant du doigt l'indicible, devenir une sorte de pionnier, de passerelle entre les dieux et les hommes. Obtenir même peut-être un ministère. Il fallait bien l'avouer, j'étais impressionné. Par ce haut dignitaire, par le mysticisme ambiant, par le cours de ma vie qui prenait un virage aussi brutal qu'excitant. Mais ce que je cédais alors, je continue de penser que je le cédais pour une raison respectable. Cela me mena à approfondir mon étude sur les événements de Federal Hill et cette fameuse pierre que j'avais longuement évoquée dans mon ouvrage. Je repris mes esprits en chassant, avec un rictus involontaire, ces souvenirs anciens comme de grosses mouches autour d'une viande faisandée.
Retrouver la salle des généraux et son soleil de marbre en pleine nuit ne me plaisait que modérément. Surtout après les visions d'horreur qui m'avaient assailli à Providence. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Je présenterai mon rapport demain, dis-je d'une voix glacée. Vous n'y pensez pas. Vous êtes attendu immédiatement. Et bien que les paroles du lieutenant, pâle pantin nocturne, m'effrayèrent, elles me remplirent d'orgueil. On n'avait pas juste besoin de moi, mais besoin de moi immédiatement. Ce que j'avais à dire méritait que l'on interrompe un repas, que l'on tire une sommité de ses rêves, que l'on bouleverse l'ordre scrupuleux d'une nuit assujettie au maître de la SS. Fort bien. Allons-y alors. Le lieutenant, trop jeune et trop nerveux, sembla exagérément heureux, comme s'il venait d'échapper à une pendaison ou, pire, à la dégustation imposée d'une bière tiède. Il me tourna le dos en claquant des talons et m'ouvrit la marche d'un pas mécanique. Je le suivis avec peine, mes pieds ayant pris l'habitude de la nonchalance que confère l'absence d'espoir. Arrivé devant la salle, après une longue errance le long de couloirs austères, je sentis la pierre pulser contre ma cuisse. Je fus saisi d'une sourde angoisse à l'idée que, peut-être, il était trop tard pour mettre un terme à l'abomination que j'avais contribué à faire basculer dans notre monde. Lorsque j'eus enfin rencontré mon contact à Providence, il s'était écoulé près de 8 mois depuis mon premier séjour au château de Wewelsburg. J'avais bénéficié de toute la logistique de l'Abwehr de Canaries, ce qui n'avait pas manqué de m'étonner. Un peu comme si, juste pour moi, la guerre des influences marquait une pause à l'intérieur du régime, écartant ainsi les mers agitées de la politique pour me permettre de passer, à gué, vers la vérité, ou au moins de franchir l'Atlantique. Mon installation, non loin de la bibliothèque John Hay, dans un modeste appartement de College Street, se déroula discrètement. En fait, on fit si peu attention à moi que la couverture et les faux papiers que l'on m'avait attribués me semblèrent presque superflus. Les premiers jours, je fus saisi d'une nausée douloureuse, plus due à l'intellect qu'à l'estomac. Et si je poursuivais des chimères, allais-je me couvrir de ridicule ? Et pourtant, une infime partie de moi se réjouissait à l'idée de cette aventure. J'étais un espion, mieux encore, un espion de l'occulte. J'allais au-devant de forces merveilleuses et terrifiantes, au nom mystérieux et exotique. Que je fasse ou non la démonstration de l'existence d'un Wotan ou d'un Yog-Sothoth, cela importait peu. J'étais l'ambassadeur de la race des seigneurs auprès des dieux. Je tremblais, sans savoir si je craignais l'échec ou la réussite de ma mission.
Mes premières recherches, facilitées par ma maîtrise de l'anglais et les informations que j'avais réunies lors de la rédaction de mon livre, me permirent de retrouver rapidement la trace d'une secte occulte impie, liée aux étoiles. Je tentais d'en débusquer des adeptes, mais rencontrais une forme d'hostilité passive, tant chez les autorités locales que la populace, lorsque j'évoquais cette secte. L'écrivain de Providence, sous la panique qui avait saisi Federal Hill plusieurs années auparavant, lors d'une sombre nuit d'orage. Un peu comme si je dérangeais des souvenirs que l'on préféra garder profondément enfouis. Ou comme si je déversais un plein sac de crottin de cheval sur la table du déjeuner. Je pus néanmoins localiser rapidement l'église qui imprégnait mes notes autant que mes rêves. Et elle me glaça par son apparence. D'un style néo-gothique, sa flèche défiait le regard tout comme le soleil, dont les rayons semblaient la contourner craintivement. Ses murs, noirs et avides, léchaient la réalité comme pour s'en repaître. Il y avait dans cette construction quelque chose de distordu et profondément anormal que je n'aurais su expliquer, mais qui me donnait des frissons. Lorsque je décidai de me rendre dans cet édifice, ce fut pour constater que quelque chose de puissant semblait vouloir m'égarer. Les badauds que j'interrogeais n'en avaient jamais entendu parler ou feignaient l'ignorance. Et quand enfin j'approchais de la bâtisse, c'était pour me rendre compte que la perspective me la rendait plus proche qu'en réalité et exigeait encore de mes pieds douloureux un effort supplémentaire. Le clocher, surmontant l'énorme masse noire, apparaissait par intermittence, au loin, au détour d'une venelle étroite, puis disparaissait ou semblait s'être déplacé, comme le mât d'un galion sans équipage dérivant sur une mer agitée. Alors que j'avais pourtant un plan en poche et que j'étais doté d'un solide sens de l'orientation, je me perdis par 2 fois avant de l'atteindre. Mais ce fut en réalité la découverte de ce lieu sordide qui me perdit pour de bon. Werner, quelle joie de vous revoir. Le Reichsführer Himmler se fendit d'un sourire que je pensais sincère. Le sol de l'Obergruppenführersaal luisait d'un éclat tranquille, rendant le soleil noir sous mes pieds plus net encore. Ses rayons, en forme de svastika entrelacés, donnaient au symbole circulaire un aspect ancien et inquiétant. Peut-être était-ce l'effet de mon esprit déjà traumatisé et en proie aux plus folles suppositions. Mais il me sembla que la pierre, dans ma poche, était électrisée par la proximité de cette roue séculaire. Herr Reichsführer, je crains de ne pas avoir que de bonnes nouvelles. Himmler se figea, sa main tendue vers moi, comme suspendue entre 2 secondes éternelles. Ses doigts souhaitaient encore étreindre les miens, alors que ses yeux, déjà, s'éloignaient et me jaugeaient. Ah, vu votre rapport, il me semblait que l'existence des dieux anciens était au contraire confirmée. Elle semble l'être, mais je crains malheureusement que l'on ne puisse utiliser ces entités fantastiques. Himmler baissa les yeux et se massa les mains, comme si soudainement ses articulations devenaient primordiales pour l'avenir du Reich.
Pourquoi? Parce que ce qu'elles sont dépasse l'entendement et pourrait conduire à l'anéantissement de toute civilisation. Arrivé devant l'église, je fus frappé par un détail étrange. Alors que j'avais croisé nombre de chats dans le quartier, il n'y en avait pas un seul aux alentours de l'édifice à l'abandon, comme s'il fuyait les sombres présages de ces murs sales et noircis. Même les volatiles semblaient éviter la haute tour et le toit pentu du bâtiment. D'instinct, tout ce qui était vivant s'écartait de cette construction maudite. De grandes fenêtres gothiques et austères trouaient la façade. Un lierre terne paraissait en dégringoler paresseusement. Et coucou LDF, t'inquiète pas, ça fait pas peur. Je me mis en quête d'une ouverture, le cœur serré à l'idée de devoir pénétrer dans ce lieu abject. Je passai finalement par un soupirail bordé de rouille et de toiles d'araignées figées depuis une éternité. La cave dans laquelle je débouchais était jonchée de débris de toutes sortes, ce qui aurait incité mes pas à la prudence s'ils n'avaient pas déjà été ralentis par l'obscurité et l'aura maléfique des lieux. Pas le même mot. Un passage voûté menait vers le rez-de-chaussée et sa nef immense. Par un étrange jeu de perspective, l'intérieur de l'église semblait plus vaste que ce que donnait à estimer sa vue extérieure. Contrairement à ce que mes recherches m'avaient laissé penser, je ne trouvais aucun ouvrage dans la sacristie. Juste un bureau miteux et des rayonnages vides. Si des livres aux secrets redoutables avaient un jour été rassemblés ici, quelqu'un les avait fait disparaître depuis longtemps. À la fois déçu et soulagé, je me dirigeais alors vers l'escalier donnant accès au clocher. La montée se fit lentement, dans la poussière et le silence des lieux dont la désolation a depuis longtemps rongé l'âme. Je débouchais sur une pièce au centre de laquelle se dressait un pilier couvert de hiéroglyphes. Au début, je ne vis rien. Puis, peu à peu, dans un étrange jeu de lumière, une boîte en métal sembla se matérialiser au centre du pilier. Elle était jaunâtre, recouverte de bas-reliefs épouvantables, représentant des créatures qui n'avaient manifestement qu'un très lointain rapport avec la faune de notre monde. J'eus l'étrange impression que l'objet m'attendait. Non pas qu'il se donnait à moi, mais qu'il me trouvait enfin une utilité après avoir essayé de me perdre dans le labyrinthe de ruelles sinistres qui défendait alors l'église. Les battements de mon cœur s'accéléraient alors que j'ouvrais la boîte, flavescente, d'une main tremblante. Enfin, j'aperçus son contenu. La pierre, dont j'avais appris l'existence dans les quelques notes de l'écrivain Robert Blake que j'avais pu me procurer, était bien là. Il s'agissait d'un polyèdre noir, parcouru par de minces filaments carmins. Avant même de la toucher, je sentis son aura, encore intacte, après des éons. Si les renseignements que j'avais pu rassembler étaient exacts,
J'avais devant moi un objet plus ancien que l'humanité elle-même. Un objet d'une puissance colossale que les initiés s'accordaient à considérer comme une porte. Mais une porte ouvrant sur quoi ? Tremblant, je saisis la pierre aux multiples faces et au polissage poussé. Et aussitôt, un froid intense m'envahit, et la réalité sembla céder sous la force antique qui emplit mon esprit de visions démentes. Mes sens étaient profondément bouleversés, au point que, pendant un bref instant, je ne sus plus si j'étais Werner regardant la pierre ou la pierre regardant Werner. Je me sentis scruté par une entité informe et gigantesque. Des fragments d'événements passés défilèrent devant mes yeux avec une impressionnante netteté. Je vis la pierre enfermée dans une pyramide alors que l'odeur du sable chaud emplissait mes narines. Je vis un ancien continent être englouti par les eaux, emportant avec lui la pierre alors qu'un goût salé inondait ma bouche. Je vis encore des druides et des prêtres devenir fous en la brandissant. Je vis des millions de guerriers en marche sur des terres lointaines, le corps étincelant d'armures écarlates, recouvertes de soleil noir. Je sentis le goût du sang et l'odeur de la chair morte. Et il y eut ces chants terribles, psalmodiés dans une langue inhumaine, à la sonorité nauséeuse. Et puis les ténèbres, des espaces lointains et silencieux, sur lesquels se reflétaient les rêves atroces d'une créature aberrante. Et pire que tout, j'eus la profonde certitude que tout cela était réel et était en train de se produire, à jamais, en dehors du temps, encore et encore. « Avez-vous la pierre ?» demanda Himmler. « Je l'ai, oui. »« Bien. Nous aurons tout loisir de la tester. Montrez-la-moi. » Je dois vous avertir que ce n'est pas sans danger. Quelque chose émane de cette pierre et je crois qu'elle voulait que je la conduise ici. Himmler releva un sourcil et m'adressa un demi-sourire amusé. « Allons, dit-il du ton qu'il aurait employé pour s'adresser à un enfant. Vous êtes resté un peu trop longtemps en Amérique, le nez dans vos livres de sorcellerie.
Si la pierre a un quelconque pouvoir, tant mieux. Mais elle n'a pas de volonté propre. C'est nous qui avons voulu nous en emparer. Elle agit sur nos pensées. Elle nous montre des choses. Que voulez-vous que nous risquions ici, dans l'enceinte du château? Il y a des gardes armés partout. Et presque plus encore de symboles protecteurs. Aume de terreur, Svatsika, soleil noir. S'il est bien un lieu qu'aucun mal ne peut atteindre, c'est celui-ci. À regret, je sortis la pierre de mon manteau. Une lueur rougeâtre la baignait. La pièce entière semblait saturée d'électricité statique. Himmler tendit la main et s'empara du caillou répugnant. Un mince sourire se dessina sur son visage, alors que ses yeux se perdaient dans la contemplation des visions terrifiantes que la pierre dévoilait maintenant à lui seul. Me débarrasser de ce fardeau était un soulagement. Mais déjà, je me demandais à quel point je venais de condamner cet homme, voire le pays tout entier. Je sais déjà où je vais la déposer, dit Himmler d'une voix lointaine. Oui, ce sera parfait. Je me rappelais alors avec angoisse mon périple américain et ses premiers jours sinistres en compagnie du polyèdre. Ayant quitté Federal Hill, je revins dans mon appartement de College Street, comme un automate, et ne conservais aucun souvenir de mes longues déambulations dans le dédale des rues de Providence et de leur si typique demeure de style colonial. Les nuits suivantes furent agitées de cauchemars effroyables, dans lesquels des démons ailés et de monstrueuses créatures sous-marines se livraient à d'étranges ballets avant de s'accoupler frénétiquement dans les eaux noires et nauséabondes d'un monde lointain. Mes journées étaient à peine meilleures. Fiévreux, il m'arrivait de me perdre dans la contemplation du polyèdre pendant des heures. Je ne sortais plus, mangeais peu, était oppressé par un sentiment d'absolue déréliction. J'éprouvais à maintes reprises la tentation d'aller reposer cette pierre dans l'église abandonnée qu'il avait si longtemps accueillie. Mais je pressentis qu'un tel projet pouvait me coûter la vie. Car la pierre ne voulait pas retourner dans sa boîte. Elle nourrissait d'autres obscurs desseins. Son temps à Providence était fini. Elle rêvait des terres d'Allemagne. Merci beaucoup du follow Foxhole et bienvenue. J'ai pleinement conscience du caractère risible de cette affirmation pour qui n'a pas tenu cette pierre entre ses mains et n'a pas ressenti tout le poids de son pouvoir. Pourtant, dussé-je passer pour un illuminé. Je dois aux générations futures de dévoiler la vérité. Aussi atroce soit-elle. Alors que je me réveillais en sursaut, une nuit où le ciel était lourd et orageux,
Je vis une lueur d'un rouge intense émaner du petit salon qui jouxtait ma chambre. Je me levai en hâte pour découvrir le polyèdre comme suspendu au milieu de la pièce. Le bureau où il reposait était à peine visible, totalement translucide. Les autres meubles de la pièce s'effaçaient également, comme gommés progressivement par la volonté d'un démon. Même les murs de la maison perdaient de leur réalité. Et une odeur pestilentielle se répandit dans la pièce qui, sous mes yeux, perdait le peu de consistance qu'elle avait encore. De la flaque de ténèbres qui se propageait autour de moi, surgirent quelques ombres, plus claires, puis de fines lignes écarlates qui dessinèrent la silhouette d'immenses blocs de roche. Peu à peu, la lumière rouge sang s'estompa, tout comme les fragiles esquisses qui laissèrent la place à un paysage fantastique. Je me trouvais au milieu d'une immense forêt, baignée par de légers voiles de brume. Une brise onirique répandait une odeur d'humus et de terre fraîche venant des sous-bois. À ma droite, un étang formait une virgule immobile dans la masse des chênes et des frênes. Devant moi, d'immenses monolithes, des monolithes de grès qui s'élevaient vers le ciel, certains culminant à plus de 30 mètres de hauteur. Bien que je n'y sois jamais allé, je sus que je me trouvais sur le site sacré des Externstein, dans le cœur mythique de la Germanie. Et comme dépossédé de mon moi profond, je bus les souvenirs des pierres. Je ne puis le décrire autrement. Je m'abreuvais de leur passé, comme si j'avais trempé mes lèvres dans une source mémorielle. Je vis des géants, hauts comme 3 hommes, passer lentement devant l'alignement de rochers pour rejoindre la plaine saxonne, l'acier de leurs haches brillant sous le pâle éclairage de la lune. Je vis, bien longtemps après, 3 légions romaines être défaites en ce lieu par les puissants chérusques, les cris d'agonie des soldats emplissant la forêt. Je vis les Francs attaquer ce temple naturel et le mettre à sac. Je vis des chefs de guerre ordonner que l'on creusât la roche et qu'on la recouvrit de symboles païens. Je vis des cérémonies qui n'avaient pas encore eu lieu d'être orchestrées par des hommes en noir, aux casques scintillants, ornés d'un double éclair runique. Les monolithes observaient les années et les peuples s'écouler et glisser dans les profondeurs du temps. Et dans le plus grand de ces blocs, une chambre irrégulière, difficile d'accès, attendait le polyèdre de Providence. Brusquement, les monolithes prirent la consistance du rêve, et la forêt de Teutoburg commença à s'estomper, peu à peu remplacée par mon bureau et les murs de l'appartement. La pierre, de nouveau invisible dans le tiroir où je l'avais remisée, ne diffusait plus cette infecte lumière rouge. Maintenant qu'elle m'avait montré sa destination, elle attendait. Voilà pour l'essentiel, ce dont je me souviens. Tout cela, des ruelles labyrinthiques de Providence, à mon retour dans l'ancien château des princes-évêques de Paderborn, reste encore vivace, malgré les années qui se sont écoulées et la longue litanie des combats. À l'heure actuelle, la guerre se termine.
Himmler est mort depuis 1 mois déjà. Un suicide, paraît-il. Jodl a capitulé. Le pays est en ruine, dans un chaos indescriptible. Comment avons-nous pu en arriver là ? L'invincible Wehrmacht, le Messerschmitt ME 262 à réaction, les fusées de von Braun, le Sturmgewehr 44. Tout cela n'aura servi à rien. L'ogre rouge est à Berlin. Mon cœur saigne. Que va-t-il advenir de nous ? Et à quel point suis-je responsable ? J'ignore si ces notes serviront un jour. J'ignore même si quelqu'un les trouvera. Si tel est le cas, il est probable que la plus extrême réserve accueillera mes dires. Tout comme elle a accueilli à l'époque ceux de Robert Harrison Blake. J'adresse cependant une mise en garde à quiconque trouverait le polyèdre que j'ai tiré de son sommeil. Cette pierre a une influence sur le monde. Quelque chose nous regarde à travers elle et s'amuse de nos destinées piétinées. Une chose au cruel appétit. Mon rôle actif s'est arrêté cette nuit-là au Wewelsburg, lors de mon retour en Allemagne. Je sais qu'Himmler est bien allé déposer la pierre aux Externsteine, où elle repose sans doute encore, pesant sur l'Allemagne du fond de sa chambre rocheuse. Dans quelle mesure est-elle liée à la tragédie ? Il sera difficile de le dire. Je ne puis toutefois m'empêcher de penser qu'elle a amplifié le désastre, qu'elle se nourrit du drame et de la douleur. Et puis, il y a ces camps, ces gens brûlés comme du combustible, comme si elle réclamait toute cette souffrance et se devait d'être alimentée par les crimes les plus atroces. Peut-être qu'elle ne peut pas tout faire d'elle-même. Peut-être qu'il lui faut un contexte pour simplement pousser les événements dans le sens qu'elle souhaite. Mais j'ai peur de me bercer de douces illusions afin d'atténuer ma culpabilité. Je me trouve près de Gütersloh, peut-être à une 40aine de kilomètres des monolithes. Je vais tenter de les atteindre, bien que je nourrisse de sérieux doutes quant à la réussite de mon entreprise. La pierre pourrait mettre sur ma route une patrouille américaine, ou plus simplement, me pousser au désespoir. Je me suis réveillé la nuit dernière avec mon Luger à la main et une douleur au niveau de la tempe. Elle ne veut pas que je la retrouve et que je l'emporte au loin. Elle veut encore se nourrir de l'Allemagne. Je ne sais même pas encore comment je pourrais sortir du pays si je parviens à mettre la main dessus, ni où je déciderai d'aller la perdre. Dans l'idéal, j'aimerais aller jusqu'à Moscou pour la planter dans le cul du camarade Staline, mais nous ne sommes plus dans un monde où les choses se déroulent de manière idéale. Si jamais, par un extraordinaire concours de circonstances, vous qui me lisez, dans le brouillard d'un avenir incertain, vous pouvez transmettre quelques mots à ma chère Catherine. Dites-lui que je suis désolé. Dites-lui que j'ai eu tort de m'intéresser aux dieux anciens, que l'on ne joue pas impunément avec les entités cosmiques et leur cycle de destruction. Dites-lui que je m'en veux terriblement de l'avoir entraînée, elle et tous les autres, dans ce sinistre Ragnarok. Dites-lui enfin que je l'aime et que cette pierre au moins ne m'enlèvera pas cela. Et dites-lui que j'ai lutté jusqu'au bout, en soldat.
Capitaine Werner Ovenwald, forêt de Teutobourg, mai 1945.